Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Eurobois, à Lyon, Eurobois 2024. Et avec mes invités de l'après-midi, nous allons parler prévention des risques chimiques dans les métiers du bois. Question très importante. Pour en parler avec moi, Laureline Kotz, bonjour. Bonjour. Laureline, vous êtes médecin, conseillère médicale santé à l'INRS. L'INRS, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Voilà, et vous vous intéressez à tous les métiers. À côté de vous, monsieur Bertrand Grange, bonjour. Bonjour. Bertrand, vous êtes le contrôleur de sécurité au sein du groupe Chimie, c'est important, pour notre émission d'aujourd'hui, à la CARSAT Rhône-Alpes. La CARSAT Rhône-Alpes ? C'est les caisses d'assurance retraite et de santé au travail. Donc, organisme chargé de la prévention en entreprise. Et je suis spécialisé sur la partie risque chimique. Voilà, donc on a bien compris notre sujet, je crois. Hein. À côté de vous, monsieur Marc Tonola, bonjour. Bonjour. Marc, vous êtes dirigeant de l'entreprise Bissardon. Bissardon, qu'est-ce que c'est ? Donc Bissardon Menuiserie, c'est une entreprise que j'ai repris il y a 2 ans, qui est une menuiserie incroyable, qui est basée à Chazelles-sur-Lyon, dans les Monts du Lyonnais. Pourquoi incroyable ? Parce qu'elle est incroyable, parce qu'on a un parc machine qui est juste incroyable, parce qu'on a des savoir-faire qui vont de l'agencement à la menuiserie traditionnelle, intérieur, extérieur. On a un super savoir-faire, on a une vingtaine de salariés, on s'éclate dans cette boîte. Ben, c'est parfait. Des gens heureux. C'est rare aujourd'hui. À côté de vous, Valérie Balavoine, bonjour. Valérie, vous êtes la dirigeante de Meltem. Meltem, qu'est-ce que c'est ? Alors Meltem, c'est une entreprise qui est très récente, qui a été créée il y a un peu plus d'1 an. Et notre mission, c'est justement d'accompagner les artisans pour faire tout ce qui est maintenance de leur atelier. Et c'est pour ça qu'on a fait un pont avec la CARSAT, notamment pour les systèmes de ventilation. Voilà, on va voir que c'est important. Et vous avez travaillé ensemble, je crois, sur le sujet. Et on Exactement. connaît bien les machines de marque. Voilà. On va commencer avec vous, Bertrand. Et je voudrais que vous nous plantiez un petit peu le décor. Pourquoi parler de risques chimiques dans les métiers du bois ? Pourquoi parler risque chimique ? C'est un sujet qui nous a intéressés pendant les 4-5 ans qui viennent de passer. On a travaillé un peu plus spécifiquement sur ce sujet-là, des poussières de bois. Et on a constaté qu'au-delà des poussières de bois, il y avait d'autres produits qui étaient en mesure d'être émis au moment, tout ce qui est peinture, colle. Et dans notre mission quotidienne de préventeur, on était obligé de s'intéresser à ce sujet. Voilà, parce que là, on a tous l'idée de la poussière, hein, du risque lié à la poussière, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est le gros du travail, la poussière, mais il y a quand même quelques produits qui méritent d'être un peu investigués. Par exemple ? Je pense aux cols néoprène qui sont, outre l'aspect grandement inflammable des vapeurs, il y a des effets sur la santé, comme tout solvant, j'ai envie de dire. D'accord. Donc ça, vous avez travaillé, hein, vous avez essayé de cibler les risques et de coordonner, on va dire, tous les acteurs de la prévention. C'est ça, ouais. Est-ce que ça fonctionne bien aujourd'hui, la prévention, sur ces métiers et sur le risque chimique ? On sent qu'il y a... C'est un domaine d'activité qui a besoin de recruter. On sent qu'il y a un peu de peine à avoir des salariés qualifiés. Et je pense que les conditions de travail, maintenant, sont aussi une porte d'entrée pour attirer du monde. Enfin, c'est un constat que je fais depuis quelques années. D'accord, donc important de travailler sur les risques. Exact. Alors, Laureline, on va venir avec vous sur... vous êtes médecin, hein. Dites-nous quels sont ces risques, si on les prend... Donc, parlons d'abord de la poussière. Le risque poussière, c'est quoi ? Alors, si on parle de la toxicité des poussières de bois, la première chose à savoir, c'est que ce sont des cancérogènes pour la cavité nasale et les sinus de la face, et quel que soit le type de bois. En France, c'est la 2e cause de cancer reconnue au titre des maladies professionnelles, donc après l'amiante. Alors, il faut regarder les derniers chiffres de l'assurance maladie, mais de mémoire, dans les dernières statistiques publiées par l'assurance maladie sur l'année 2022, ça restait le cas. Donc, ensuite, au-delà du cancer, les poussières de bois peuvent être à l'origine de réactions allergiques, que ce soit au niveau de la peau, type eczéma, ou au niveau ORL, type rhinite, ou encore de l'asthme.
Ça peut donner aussi des atteintes de la capacité respiratoire, des atteintes de la fonction respiratoire, qui peuvent évoluer vers la fibrose. Et enfin, les poussières de bois peuvent donner aussi une irritation de la peau et encore une fois aussi des muqueuses. Ça veut dire qu'il faut systématiquement se protéger des poussières de bois, surtout lorsqu'on travaille dans ces métiers-là. Tout à fait. Tout ça, effectivement, souligne l'intérêt de limiter le plus possible l'exposition des travailleurs aux poussières de bois. Et vous disiez que c'était pour reprendre les cas les plus graves, hein, ce sont des cancers courants. Est-ce que c'est des cancers qui se soignent bien aujourd'hui ? Alors là, pour le coup, pour la partie curatif, je ne serai pas forcément la mieux placée pour répondre. Ce seront plutôt les médecins de soins qui pourront vous répondre. Moi, je suis vraiment sur l'aspect prévention. Et en ça, il va falloir agir sur le niveau d'exposition et la durée d'exposition. Voilà. Au risque. Alors, c'est quoi ? Je vais revenir à vous. Comment on se protège ? Alors, la protection, j'ai envie de dire, la vision un peu le raccourci, c'est de dire on met un masque. Mais le masque, de notre point de vue, par rapport aux principes généraux de prévention, c'est le dernier rempart. Il y a d'autres démarches, comme la substitution, choisir une colle qui est moins nocive que la néoprène, par exemple. Les colles blanches, mais bon, ça a des contraintes techniques derrière. Mais par contre, très vite, on en vient à une solution qui consiste à mettre en place de la ventilation. C'est-à-dire aspirer les poussières. Donc les poussières émises sur les machines fixes, mais il y a aussi toutes les poussières émises sur les outils portatifs. Avec le recul d'expérience qu'on a, les mesures d'exposition qu'on a pu faire sur opérateur, on se rend compte que traiter que les machines, c'est traiter la moitié du problème et que toutes les phases de finition, en agencement notamment, elles sont énormes, avec toute l'utilisation d'affleureuses, de lamellos, de défonceuses et de ponceuses. Tout ça expose bien autant que les machines. Et puis il y a aussi, on parlait tout à l'heure des produits chimiques, des colles et des peintures. Bon, la peinture, j'ai envie de dire, par rapport à la contrainte de qualité, globalement, les entreprises mettent bien des cabines pour aspirer, éviter que l'overspray se redépose sur la pièce. Par contre, la colle, c'est un peu moins rentré dans les mœurs. Et la colle, en fait, c'est tous les petits copains autour qui en profitent. Donc même si le gars qui en colle a un masque, son voisin qui est à 5 mètres, il prend des bonnes vapeurs, quoi. Des bonnes vapeurs de colle. Ouais. Comment on assure le suivi des travailleurs, des personnes qui travaillent ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises de mettre en place ? Alors effectivement, juste peut-être pour rebondir sur ce que disait mon collègue, c'est que au-delà des poussières de bois, il y a aussi d'autres produits, d'autres agents chimiques auxquels il faudra être attentif dans l'évaluation du risque. Et effectivement, ce sont les colles, les vernis, les peintures, les produits de traitement du bois. Donc il faudra prendre en compte. Ils étaient tous à l'eau, moi, aujourd'hui. Ah oui, il y a beaucoup de produits à l'eau, sauf que si c'était de l'eau déviante, ça se saurait. Il y a quand même 2-3 produits dedans qui font que la peinture reste en suspension et qu'elle n'est pas lessivée à la première pluie. Notamment, dernièrement, on a pas mal de produits issus de la famille des isothiazolinones qui sont des produits très allergisants pour la peau notamment. Donc ça veut dire que quand on se prémunit des risques chimiques, c'est les poussières, les vapeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, ça dépendra de la situation de chaque situation de travail, effectivement. En tout cas, c'est une évaluation à faire au cas par cas du risque chimique. Et donc, pour rebondir et répondre à votre question sur le suivi des travailleurs, effectivement, donc ça c'est réglementaire, le suivi des travailleurs qui sont exposés aux poussières de bois, il doit faire l'objet d'un suivi individuel renforcé. Donc c'est un suivi renforcé en santé au travail. Ça veut dire c'est des visites médicales au médecin du travail. Voilà, donc ça c'est prévu par le Code du travail, c'est les articles R4624, etc. C'est pas bien. Ceux que ça intéresse iront rechercher et voilà, on va avoir toutes les infos. Et donc globalement, ce sont des examens médicaux d'aptitude réalisés avec le médecin du travail, avec une certaine périodicité. Et dans l'intermédiaire, des visites qui sont réalisées par un professionnel de santé, c'est-à-dire pas forcément le médecin du travail, mais ça peut être l'infirmier, l'interne en médecine du travail ou le collaborateur médecin. C'est régulier, c'est quoi ? C'est tous les ans, tous les 2 ans, ces visites ?
La réglementation prévoit une certaine périodicité et ensuite le médecin du travail peut réajuster dans le respect de la réglementation éventuellement. En fonction du risque plus ou moins important, c'est ça? Ou de la personne? Les deux. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit? Oui, parce qu'on parle du suivi des salariés, effectivement. Mais pour revenir sur les 4-5 ans de retour d'expérience qu'on a, justement, il y a aussi le suivi des installations de ventilation pour lesquelles on se rend compte que les entreprises arrivent à investir des sommes, on parle en dizaines de milliers d'euros. Et en fait, on se rend compte qu'une installation qui a 10 ans n'a pas été suivie, il n'y a eu aucune maintenance. Les performances aéroliques de l'installation ne sont pas vérifiées, contrôlées, alors que réglementairement, on est supposé le faire. Et donc, c'était un peu le constat qu'on avait vu. En fait, ce que vous avez constaté, hein, c'est que les entreprises investissent dans les outils de protection, on va dire, de prévention, mais qu'elles ne font pas de suivi et pas de maintenance. Majoritairement non, ou c'est vraiment à la marge. Et c'est vraiment dommage de ne pas l'assurer. Alors, je me tourne vers vous, hein, puisque c'est avec vous qu'on va voir votre retour d'expérience. Dites-nous un peu pourquoi c'est important, mais après on verra comment vous avez travaillé ensemble, quelles sont les installations chez vous et comment vous vous êtes aperçu que finalement c'était peut-être pas au top malgré ce que vous pensiez. En fait, je rebondis sur ce que disait Bertrand. Effectivement, les mesures de prévention ne se font pas. Et Meltem est né un peu de ce concept-là, de ce constat. On est une entreprise, en fait, on a été créé au sein de la coopérative Articop, qui adresse plusieurs centaines d'adhérents, donc centaines d'ateliers dans la filière bois. Et effectivement, c'était l'expression d'un besoin exprimé par tous les adhérents dont Marc fait partie. Le constat était le suivant, c'est qu'il n'y avait pas de maintenance, quel que soit en fait, le type de maintenance sur des parcs machines, etc., mais également sur les systèmes aéroliques. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce que dans la réglementation, il y a une obligation de maintenance des installations? Alors, la réglementation impose effectivement un contrôle annuel des installations aéroliques, donc tous les systèmes d'aspiration qui relient les machines, et également sur les cabines de vernissage. Donc ça, c'est une obligation, et comme le disait Bertrand, aujourd'hui, elle n'est pas respectée. Et nous, on en fait le constat quand on visite les adhérents, quand on visite les artisans, qu'on leur pose la question. Souvent, même quand on vient faire nous-mêmes les propres mesures, parce qu'on a été équipé d'un système de contrôle de mesures grâce à Bertrand qui nous a initiés sur ces sujets-là, mais qui était aussi une demande forte de la part des adhérents. Aujourd'hui, on constate que si on demande les anciennes mesures qui ont été faites dans les années précédentes, personne n'est capable de nous les donner pour faire des comparatifs. Donc aujourd'hui, on est là pour aussi essayer de sensibiliser et de prendre la main pour les accompagner sur ce risque préventif et de faire ces mesures et ensuite de proposer des mesures correctives. Pourquoi, j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi ça ne se faisait pas. Dites-moi. Pourquoi ça ne se faisait pas? Je pense que c'est culturel, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on s'est rencontrés, à l'origine, c'est avec l'entreprise Lofoten, hein, je pense qu'on peut les citer. J'ai eu un échange avec M. Vialatou qui m'a parlé de la création de Meltem et qui m'a parlé de maintenance. Et dans notre échange avec M. Vialatou, on avait aussi parlé du suivi et du contrôle parce qu'ils avaient fait une nouvelle installation. Je dis mais comment vous allez la suivre? Et c'est là que j'ai fait le lien. Je me suis dit est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces boîtes de maintenance pour les machines pour aussi en profiter pour faire les contrôles périodiques et puis faire des maintenances préventives et non curatives, pas tant que tout soit par terre pour intervenir, parce que là, ça coûte très cher du coup. En fait, on a mis en place un tout petit outil qui est comme un QR code. C'est un sticker en fait qui s'appelle Meltem, que vous pouvez ensuite scanner et on va dématérialiser, on va dire, le contrôle. C'est comme un carnet d'entretien digital. Donc, quelle que soit la machine, mais également sur les tuyaux et tout le système d'aspiration. De sorte que, quand par exemple un Bertrand ou un autre acteur peut passer et visiter un atelier, on peut avoir la lecture des mesures et des contrôles de vitesse d'aspiration.
Alors, on va aller dans votre menuiserie, où vous travaillez, hein, on a vu un spectre assez large. Expliquez-nous, avant même de parler d'installation des maintenances et du fait que vous les mainteniez ou pas, qu'avez-vous comme matériel et comment vous travaillez avec les matériels d'aspiration éventuellement que vous avez? Donc le menuisier a une pléiade de matériel. On a une vingtaine de machines, dont la moitié en commande numérique. On a mis il y a 15 ans, mon cédant, quand il a créé cette entreprise, a installé 2 réseaux d'aspiration. Un réseau avec de l'aspiration pour du copeau massif, du vrai copeau avec du vrai bois, et un réseau pour les copeaux agglomérés avec de la colle, etc. Ce qui permet enfin d'avoir une touche écologique et de pouvoir recycler le vrai copeau pour le donner aux paysans d'à côté qui fait des litières pour les animaux, et d'envoyer à la benne les copeaux qui sont difficiles à recycler. Au niveau de la maintenance, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, que ce soit dans la menuiserie mais dans n'importe quelle industrie, quand vous avez des machines qui ne tournent pas et qui ne produisent pas pour le client, eh ben, on est obligé de les maintenir. Et donc chez Bissardon Menuiserie, on a un menuisier qui est un peu plus dégourdi que les autres sur les aspects mécaniques et maintenance et la clé à pipe, on va dire, et qui fait la maintenance de premier niveau. Par contre, on plafonnait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous trouver des fournisseurs, trouver des partenaires, on passe du temps, sachant que ce menuisier, il doit aussi produire les commandes de nos clients, et comme on a pas mal de boulot, c'est compliqué. Et donc, c'est dans ce cadre-là, on est sociétaire, nous, chez Articop Orcap depuis plus de 15 ans. On est un des adhérents historiques de la coopérative d'achat des menuisiers. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a souscrit à l'aide de Meltem pour nous aider à faire la maintenance et de passer à la maintenance niveau 2. On a entretenu beaucoup de machines qu'on avait un petit peu laissées à l'écart depuis de nombreuses années. Et le dernier sujet est quelque chose que j'avais parlé à Valérie en disant, en tant que chef d'entreprise, je suis sujet à tester une fois par an le réseau d'aspiration. Et ça fait 15 ans qu'on est à l'atelier, on ne l'a jamais fait. Donc il y a vraiment, c'est des choses qui ne se font pas naturellement. Non, quoi, hein, non parce que je disais tout à l'heure. L'aspiration peut tomber en panne, mais ça nous posera des problèmes. Mais à la limite, si elle ne marche pas bien, on continuera de produire. Par contre, je crois que vous êtes également obligé de mesurer le niveau de poussière qu'il y a dans votre atelier de temps en temps, non? Exactement. Ça, on ne l'a encore pas fait. Ça fera partie de l'étape prochaine avec Meltem et peut-être avec Bertrand. Marc a été un des pionniers justement à nous solliciter pour faire ces mesures de contrôle des systèmes d'aération. Et on l'a fait en toute collaboration avec Bertrand. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la CARSAT est là pour nous aider, pour nous faire monter en compétences. Et je pense que Bertrand a bien compris que nous, on pouvait être un relais Meltem auprès des différents adhérents et des différents ateliers qui ont cette sensibilité de plus en plus, comme Marc en est un exemple. On continue sur comment ça s'est passé donc. Donc moi j'avais 3 sujets donc Bertrand est intervenu gratuitement avec Meltem. On avait 3 sujets. Non, t'es jamais gratuit en fait, mais disons que ça ne va pas directement dans sa poche. Donc on avait 3 sujets. Le premier, c'était le test de 2 réseaux d'aération. Donc là, Bertrand est venu aider Meltem à analyser les résultats, parce que j'avouerai que moi, tester un réseau aérolique, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et je pense que je ne saurais jamais faire. Donc on a eu 2 résultats, un qui était dans la moyenne très bien, un plutôt bas, encore acceptable, mais plutôt bas. Le deuxième sujet a été la cabine de vernis, où là on parle beaucoup moins de poussière, mais un peu plus de solvant. Où pareil, les tests sont obligatoires. Là par contre, grosse désillusion, les tests ne sont pas bons. Donc on a eu des suggestions de Meltem et de la CARSAT pour améliorer l'outil. On a eu 2 suggestions. La première qui était d'améliorer les entrées d'air dans la cabine, ce qui a été fait. Par contre, on n'a pas mesuré l'effet, parce que bon, c'est pas mesurer le résultat. Et un deuxième qui sera fait par Meltem dans les semaines à venir, qui sera probablement un démontage de la turbine qui a été certainement encrassé dans les années précédentes. Parce qu'à chaque mesure, on va dire, si la mesure est mauvaise, il y a une opération de maintenance qui va derrière. Alors effectivement, on fait l'analyse des mesures, donc c'est simplement des prises de mesures de vitesse dans tous les systèmes d'aération. On crée des stratégies de mesure et ensuite on les analyse. Et normalement, on va les suivre dans le temps. Voilà. Normalement, tous les ans, on va faire ses propres mesures pour voir s'il y a une dérive ou pas. Et effectivement, quand les mesures sont en dessous des prescriptions, par exemple, on est sur du 20 mètres secondes par vitesse acceptée. Si on est en dessous,
effectivement, on va avoir effectivement une tolérance. Mais si c'est bien en dessous, on va investiguer davantage et puis proposer des mesures correctives. Et c'est là que Bertrand intervient, en tout cas pour nous aider sur les premières investigations qu'on a faites. Et aujourd'hui, on est autonome pour pouvoir le faire chez les adhérents qui nous le demandent. Donc, ce que je voudrais comprendre, c'est que vous faites des mesures, ensuite il y a la maintenance, mais les opérations de maintenance, c'est quoi? C'est tous les ans, tous les 2 ans? Quand est-ce que vous revenez? Comment vous travaillez? Vous travaillez avec un contrat? Comment ça se passe? Oui, aujourd'hui, on a 2 façons de travailler. Soit on travaille à la carte, sur demande, et là c'est généralement du curatif, mais ce qu'on essaye d'amener chez les adhérents, c'est effectivement un contrat de maintenance annuel qui est renouvelé pour aller justement sur du préventif. Donc, la première année, on va souvent faire du curatif, mais du préventif. Et on va amener aussi la proposition d'aller faire ces mesures de vitesse d'aspiration dans tous les systèmes et les cabines de vernissage quand il y en a. Et on les amène sur ces sujets-là alors qu'ils n'y sont pas forcément en fait. Donc c'est une annuité, de toute façon c'est la norme, c'est une obligation réglementaire annuelle. Donc on va les amener sur cette réflexion-là et sur ce suivi, de sorte que quand il y a l'inspection ou la CARSAT ou en tout cas une inspection sanitaire, ils puissent simplement donner le rapport et vérifier que tout est en règle ou que les mesures correctives sont en cours. C'est comme ça qu'il faut travailler? C'est ce que vous préconisez? Et aujourd'hui, parmi les entreprises que vous suivez, est-ce que toutes partent dans cette démarche? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut bosser? Je ne sais pas s'il y a une façon de travailler particulière. En tout cas, c'est une façon de faire qui nous semble... Alors, j'entends beaucoup Bertrand. Je tiens à préciser que c'est une démarche CARSAT et qu'on est 5 contrôleurs à faire le même boulot que moi. Je ne suis pas tout seul. On a juste des pôles d'expertise un peu. Voilà. Mais ce travail en amont est forcément bénéfique. Comme je dis souvent aux entreprises, si c'est mis au départ, ça coûte 1 €. Si c'est fait après, ça coûte 3 €. Donc tout ce qui est intégré en amont, c'est des dépenses en moins pour la suite et c'est des problèmes en moins pour la suite, quoi. Et on se rend compte qu'une maintenance une curative de gros niveau, c'est-à-dire tout est par terre, il faut quasiment repartir sur du neuf, alors que si on maintient l'outil, il peut durer des années. Parce qu'effectivement, une ventilation, ça fait toujours du bruit, hein. Par contre, est-ce que ça aspire? Ça, on ne sait pas trop, c'est une autre question. Il faut vraiment vérifier que les aspirations se passent bien. En tout cas, il faut maintenir le matériel. Quitte à investir 50 ou 60 000 €, autant être sûr que ça marche, quoi. Oui, c'est mieux. À l'INRS, comment vous accompagnez? Vous accompagnez les entreprises, vous accompagnez la CARSAT sur ces sujets-là? Comment ça se passe? Alors, pour le coup, les entreprises et le lien avec les entreprises, c'est surtout la CARSAT qui les fait. Donc, l'INRS développe en fait 4 modes d'action: les études et recherches, la formation, l'information et l'assistance. Donc, par ce biais-là, oui. Par le biais de l'assistance, vous pouvez aller aider la CARSAT et les entreprises à maintenir leurs installations. Pour compléter, schématiquement, l'INRS pour nous, pour les unités techniques des CARSAT, c'est un peu le labo R&D pour nous. Et c'est eux qui animent tous les ateliers sur les guides de ventilation. C'est-à-dire qu'il y a des brochures qui définissent un peu les règles de ventilation selon les domaines d'activité. Et c'est des groupes qui sont animés par l'INRS avec des acteurs des CARSAT. Oui, dites. J'ai remis sur la diapo quelques exemples de brochures justement qui ont été faites par l'INRS. Donc c'est peut-être pas très lisible sur la diapo, mais j'ai mis aussi le lien vers le site de l'INRS. Ces brochures, vous devez les connaître par cœur. Il s'agit de quoi? Eh bien, il y en a plusieurs. Alors, je me souviens plus exactement, mais prévenir des risques pour les poussières de bois. Il y a un guide sur la ventilation. Et il y en a d'autres que vous pourrez retrouver sur le site de l'INRS. Donc, voilà, on trouve tout. Et c'est téléchargeable gratuitement, hein. Tout à fait. Je voudrais revenir en parlant de... Oui, allez-y. Non, c'était juste préciser un numéro de brochure, mais ça a peu d'intérêt. La ED 750, voilà, une fois, c'est dit. Il faut tous aller lire la ED 750, c'est ça? Vous avez parlé d'argent. Ça coûte cher de maintenir, non? L'entreprise ou Alors, ça coûte cher de maintenir. Comme le disait Bertrand, c'est vrai qu'il vaut mieux être dans le préventif plutôt que de tout casser et de tout remettre à plat.
Par contre, on a mis en place, nous, un modèle économique qui, aujourd'hui, a l'air de très bien fonctionner. C'est-à-dire qu'on a un modèle économique où on reste sur une dimension locale. Ce qui coûte cher, effectivement, c'est le temps homme et puis les frais de déplacement. Donc, contrairement à d'autres, effectivement, on a repensé complètement le modèle économique. Et on est aussi dans une coopérative, et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de l'argent en tant que tel. On est une entreprise de maintenance partenaire. Donc, on a vraiment cette démarche-là. Et on est là pour accompagner les adhérents et aussi pour leur permettre d'avoir un parc machine le plus opérant possible et qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Donc notre vocation, elle n'est pas pécuniaire en tant que telle. Voilà. C'est une vocation d'accompagnement. Pour vous, est-ce que ça a impliqué des gros investissements? Est-ce qu'il a fallu changer du matériel? Est-ce qu'il a fallu, sur ces problèmes que vous avez par exemple avec votre cabine de vernis, comment ça va se passer? Donc la cabine de vernis, on aura des investissements qui seront plutôt mineurs. On va dire que ça va être de la maintenance, moi j'espère. Peut-être changer un moteur ou une turbine, quelque chose comme ça. Par contre, il y a un troisième projet qu'on a mis en route qui est autour du collage, et entre autres du collage néoprène avec les problèmes de solvant et de vapeur de solvant, où là, on aura un investissement de quelques dizaines de milliers d'euros pour une cabine dédiée au collage. Et donc ça, c'est un projet qu'on a lancé, c'était le troisième projet qu'on a lancé avec Meltem et la CARSAT. Donc on a été conseillé à la fois sur les aspects techniques, sur les aspects sourcing pour savoir chez qui on pouvait acheter les machines, etc., les turbines. Voilà. Donc c'est un projet sur lequel on va impliquer le Meltem et la CARSAT pour être sûr d'avoir l'outil adapté à notre besoin. Je ne me souviens plus, vous nous avez dit qu'il y avait combien d'entreprises adhérentes à la coopérative? Il y en a environ 300 sur Lyon, sur les environs de Lyon, c'est-à-dire les départements limitrophes et Lyon. Et combien ont fait la démarche, vous le savez? Oui, bien sûr. Alors, moi, on n'a pas beaucoup de recul puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. 2 ans, hein. On n'a même pas un an, un peu plus d'un an. Aujourd'hui, on a à peu près 80 adhérents pour qui on travaille. Et il y en a une petite dizaine pour l'instant qui nous ont sollicité. Parce qu'on a fait de la communication, on a communiqué, on a fait de la communication descendante auprès d'eux pour les sensibiliser à ça. Et petit à petit, ça prend. Et puis, c'est surtout le bouche à oreille. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on se déplace, on en parle et on est le relais, effectivement, de la réglementation en fait, à respecter. Qui veut prendre le mot de la fin? Je veux bien, juste peut-être en précisant que par rapport à ce que disait Marc sur les investissements, la CARSAT a des systèmes d'aide financière qui peuvent aider à l'acquisition de certains matériels. Bon, il y a 2 dispositifs principaux. Il y a les subventions prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés qui vont viser des équipements très spécifiques. Et puis aussi un petit peu de matière grise dans le cas d'études ergonomiques ou autres. Et puis on a les contrats de prévention. Ça, c'est une aide qui est plus globale, mais qui nécessite une démarche complète de prévention des risques professionnels. Voilà en gros sur quoi on peut conclure. Voilà, sur ce quoi vous travaillez, et vous travaillez comme ça avec les entreprises. Oui, on essaye de travailler comme ça. En fait, le constat a été fait il y a longtemps par notre réseau Assurance Maladie qu'on ne suit qu'un faible pourcentage des entreprises. Donc si on peut avoir des relais au sein d'autres entreprises, et en l'occurrence, si Meltem peut servir de relais pour faire passer les messages de maintien, des ventilations, ou même sur un nouveau projet de dire éventuellement consulter la CARSAT pour définir son cahier des charges et être sûr de partir dans la bonne direction avec les installateurs qui... Bon, il y en a autour, hein, mais il y en a des bons, il y en a peut-être des moins bons, je ne sais pas. Voilà, il faut savoir se faire conseiller. Exact. Vous voulez ajouter, quelqu'un veut ajouter quelque chose? On a fait l'essentiel, on a dit l'essentiel. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler du risque chimie dans les métiers du bois, risque chimique dans les métiers du bois. C'est une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Salon Eurobois, France Bois Forêt et puis les magazines Wood Surfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.